Salut Séverin, comment ça va? Bien et toi? Ça va, merci. On s'est parlé une fois à Montreux il y a quelques temps, il y a peut-être 2-3 ans. Je me rappelle. Et là ce matin, tu as fait une conférence où tu as parlé de Roger beaucoup. Moi je voulais, j'ai filmé un petit peu, je vais mettre un extrait de la conférence. Tu nous parles d'Alcaraz qui vient de gagner Roland. Rafa, j'ai vu une stat, est le plus jeune joueur à avoir gagné les 4 tournois du Grand Chelem. Il a fait ça à 24 ans je crois. Okay. Alcaraz, il a combien là? 21. Il en est à 3. Logiquement, il pourrait battre le record. Il a quand même 2 ans devant lui pour le faire. Toi, quel est ton sentiment sur la finale d'hier? Et puis le gars en règle générale, le joueur, l'homme, tout ça quoi. Ouais, déjà incroyable ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Ouais, je crois que c'est 21 ans. Incroyable. La finale, honnêtement, après le 3e set, j'aurais pensé que Zverev il gagne. Ah ouais. J'avais l'impression qu'il était un peu plus fort et après je me suis encore une fois trompé. Mais non, incroyable, hein, à cet âge-là d'avoir déjà gagné 3 grands chelems, c'est fou quoi. Et tu connais un peu le bonhomme, humainement? Moi, je le connais pas très bien. Nous, on s'est entraîné une fois avec Roche à Wimbledon, ouais. Quand il était encore junior. Et puis, je me rappelle, Ferrero, il nous a dit, ouais, il est monstrueux, il est bien. Et après, tu te dis, ouais, bah, ça va. Non, il était déjà très bon, tu vois, mais qui joue, qui fait déjà maintenant une aussi grande carrière, c'est incroyable. Après, tu vois, moi, je suis très prudent avec les pronostics parce que moi, je suis le mec qui a pensé après Sampras, il n'y a plus personne qui va faire 14 grands chelems. Maintenant, on a 3 qui ont fait 20 ou plus. Alors, ouais, il faut aussi avoir un peu de chance, un peu de réussite. Ça dépend aussi des autres joueurs. Alors, on verra ce qu'il va encore faire dans sa carrière, mais c'est déjà incroyable. Et c'est clair qu'aujourd'hui, le futur, il est top pour lui. Hein. Ouais. Je ne l'ai pas dit en intro, mais vous avez fait 15 ans avec Roger. Combien de grands chelems remportés ensemble? Honnêtement, je ne sais pas, je crois à peu près 10. Moi, je ne suis pas le mec avec les statistiques, je ne les compte pas, mais je crois que c'était 10, si je me rappelle bien. A priori, Alcaraz et Ferrero et Juan Carlos sont partis pour avoir une belle longévité, un peu comme toi et Roger. Est-ce que tu penses que c'est une des clés pour réussir, la constance dans la structure ou pas forcément? Ouais, je crois que quand même ça aide. Moi, ça me montre surtout aussi que les très bons joueurs, souvent, tu vois, ils cherchent, je dis, l'erreur chez eux et pas chez le coach d'abord et tout ça. Mais il n'y a pas une recette où tu peux dire c'est exactement comme ça que ça doit se passer. À la fin, moi, je pense que tu dois quand même avoir du succès parce que sinon, ça ne va pas durer non plus. Des fois, tu vois, il y a aussi les circonstances de la vie. Si le coach, tout d'un coup, il a des enfants, il ne veut plus vraiment voyager autant, tu ne sais jamais. Mais ouais, ça a l'air ils sont très proches, à mon avis, de ce que je vois. C'est des mecs bien. Et puis, moi, je trouve incroyable, tu vois, Alcaraz aussi à son âge, à quel point il a déjà de la maturité et tout. Franchement, chapeau, quoi. Et est-ce que tu as la sensation que c'est un des mecs qui frappe le plus fort, ou est-ce que tu vois sa supériorité par rapport aux autres mecs où on a l'impression qu'il a quand même un truc en plus, un peu comme Roger avait à l'époque, un truc en plus quoi? Ouais, je pense pas, je sais pas s'il frappe le plus fort, il y a pas mal de mecs qui frappent fort aussi, Zverev il frappe très fort aussi. Hein. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est sa passion. J'ai l'impression de l'extérieur, la passion qu'il a. Aussi, si je dois choisir un joueur ou si je peux choisir une qualité, c'est la passion. Tu as vraiment l'impression que le mec, il vit le truc, il adore ce qu'il fait. Et ça, c'est un truc, je pense, si tu as grandi, à 20 ans, tu ne vas plus complètement le changer. Ouais. Chez lui, tu as vraiment l'impression, une passion incroyable. Et aussi, moi, je pense qu'il y a beaucoup aussi qui part de ses parents aussi, à mon avis. Bonne éducation, tu as pied sur terre. Humilité. Oui, exactement. Alors, c'est ça qui m'impressionne le plus. C'est encore moins le coup droit qui est aussi incroyable. Et si tu parles du jeu, ce qui est incroyable, à quel point il est complet, tu vois. Ouais. À l'époque, on sait encore il y a 30 ans ou 20 ans en arrière, les Espagnols, ils arrivaient à jouer du fond. Ils ont fait que lifter. Lui, il sert bien,
il volait bien, il joue bien du fond, il bouge bien. Gagne sur gazon, sur terre, c'est monstrueux. Ouais, c'est ça. Alors, chapeau. Dernier truc avant de laisser place à ta conférence. Roger, on ne sait pas. On ne le connaît pas aussi bien que toi. Est-ce que c'est un gars cool? Est-ce que c'est un gars sympa? Ou ça reste une star et les stars, c'est pas toujours cool ni sympa? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Non, Roch, il est vraiment très sympa. Il est, si je réfléchis ou si je laisse passer un peu le temps ou si je réfléchis sur la carrière, je pense qu'il reste encore plus peut-être que les victoires. Pour moi, c'est à quel point chaque jour on a rigolé. Tu vois, c'était vraiment drôle. Et je pense aussi c'est un truc important parce que tu veux être professionnel, tu veux bien faire ton job, tu peux pas toujours faire cool et tranquille. Sur le terrain, il faut travailler, mais à l'extérieur, je pense que c'est aussi extrêmement important d'avoir une vie. Et je pense ça, chez Roch, ça c'était super. Tu vois, il avait une vie avec sa famille, mais aussi avec nous en équipe et tout. Ouais. Et honnêtement, moi, j'aurais pas pu passer autant de temps avec quelqu'un, je sais pas, arrogant ou une star, si ça aurait été cool, quoi. Yes. Merci, Sévé. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, comme ils disent les fils. Ciao. Ciao, ciao, ciao. C'est ça que je veux faire. Moi, ce que je savais quand j'avais les deux montres comme ça, j'ai commencé à faire pas mal de sparring aussi avec Martina Hingis. Et à chaque fois, je me suis libéré. J'avais la chance aussi pendant mon apprentissage que mon chef, il était aussi fan de tennis. Alors à chaque fois, quand j'avais une demande, j'ai dit écoute, je veux le faire. Il m'a dit écoute, tu peux le faire, mais il faut peut-être travailler samedi par exemple. Alors j'ai fait ça. Et à chaque fois, je suis parti. Et je pense quelque part, c'était un truc peut-être de chance, mais aussi quelque chose que j'ai senti, j'avais vraiment envie de faire. Et puis après, j'ai commencé à faire du sparring avec Roch aussi. Et j'ai commencé avec la Coupe Davis aussi plus tôt. C'était 2006. Coupe Davis. Capitaine, 2005, capitaine, oui, mais j'étais déjà 2 ans et demi avant, j'étais coach assistant. Quand un des premiers coachs de Roger, il était mort à un accident de voiture, Peter Carter. Et c'est là que l'équipe m'a demandé, ou l'ancien entraîneur de Roche, il m'a demandé si je pouvais venir sur une partie en 2002 au Maroc. Alors ça, je pense, ça m'a aussi aidé. J'étais plus proche encore de l'équipe, j'étais coach assistant et quelque part aussi un peu sparring pour l'équipe. Alors ça a commencé un peu plus tôt. Et puis ça a fait qu'en 2007, quand Roche il a arrêté avec Tony Roach, qui m'a demandé si je pouvais venir sur un tournoi avec lui à Roland Garros 2007. Et comme ça s'est bien passé, bon, il a perdu contre Nadal, mais c'était quand même un bon tournoi et ça s'est bien passé entre nous. C'est à partir de 2008 que j'étais à plein temps après avec lui. Ok, donc tu as fait 14 ans en plein temps avec Roger, très long. Il n'y avait jamais un moment où tu t'es dit j'aimerais bien faire autre chose aussi, ou un autre challenge avec un autre joueur, ou toutes les 14 ans c'était toujours clair pour toi que tu allais rester à ses côtés jusqu'à la fin de carrière? Non, pas jusqu'à la fin de carrière. Je pense à la fin, il faut quand même savoir que si ça se passe mal, le joueur il va pas rester avec toi. Peut-être tu restes copain encore si c'est possible, mais s'il n'a plus de résultats, s'il y a quelque chose qui se passe mal, tu vas quand même t'arrêter. Alors quelque part tu sais jamais combien de temps ça va durer, mais moi je me suis pas posé la question est-ce que j'ai envie de quitter. Mais je voyais ça pas à long terme. Tu vois, quand j'ai commencé, je me suis dit ok, je fais ça peut-être cette année en 2007, ou après je me suis dit ok 2008. Mais dans le tennis ou dans le sport d'élite, il faut quand même que ça se passe correct pour que tu peux continuer. Mais après il faut dire et savoir que on le voit toujours, mais Roch c'est quelqu'un d'exceptionnel quand même, avec le niveau qu'il a. D'être aussi bien comme être humain, ça tu vois pas très souvent. Alors tu vois pas très souvent. En tout cas moi, je peux pas imaginer. Alors pour moi c'était vraiment de la chance de pouvoir le faire aussi longtemps avec lui.
Et pendant toutes ces années, y avait-il des offres, y avait-il des managers ou des autres joueurs qui t'ont approché quand même et essayé de te prendre de Roger ou jamais? Ouais, il y a eu 2-3 offres, mais quelque part, les joueurs, ils osent pas vraiment, quand tu es avec Roche, ils osent pas vraiment te demander, mais c'est clair qu'ils veulent aussi savoir est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dans ma carrière. Il y a quand même des échanges, mais ouais, il n'y avait pas une offre. Et pour moi, ça jouait pas non plus. Il y a des joueurs qui m'ont dit ouais, mais tu peux pas faire 10 semaines avec moi. Je trouve que c'est difficile quand même, parce que si tu es avec un joueur, en tout cas moi j'étais toujours comme ça, tu fais quand même un grand commitment. Et puis de partager. À un moment, j'ai aidé un peu Stan. Ça c'était assez spécial. Tu vois, Roche, il a dit pour moi, il n'y a aucun souci quand je suis sur les tournois et tu veux aider Stan. Aucun problème pour moi. Mais là aussi, après, il y a des situations qui sont un peu bizarres des fois. Une fois, je me rappelle, Stan, il n'avait pas de coach avec soi-même. On était à Monaco. J'ai aidé toute la semaine, j'ai aidé Stan. À la fin, ils sont en finale l'un contre l'autre. Et puis après pour finir, j'ai dit allez, échauffez-vous avant la finale, échauffez-vous ensemble. Tu vois, c'est plus simple pour moi. Ils se sont même échauffés, les 30 minutes d'échauffement, ils ont fait avant la finale, ils ont fait ensemble. Et à la fin, Stan, il a gagné, quoi. En fait, win-win pour toi. Toi, tu peux pas perdre, en fait. Ouais, non, mais ça c'était honnêtement, c'est des situations pas faciles, parce que Stan, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi, et puis apprécier l'un contre l'autre qui joue, c'est pas évident. Tu vois, il y a eu des situations comme ça. Toi, tu as joué une fois contre Roche à Bâle. Moi, j'étais capitaine de Coupe Davis, mais quand même l'entraîneur de Roche. Alors, ça, c'était pas les matchs les plus agréables pour moi. Alright, et peut-être, j'aimerais bien parler de la pression aussi. En étant à côté de Roger, je pense que c'est beau d'entrer dans un tournoi parce que tu savais, chaque tournoi, tu savais, on joue pour la victoire, on joue pour le titre. C'est réalistique de gagner. Mais il y avait aussi cette pression que, en fait, sachant que ouais, il faut presque gagner, il faut presque aller au moins en finale, sinon ça serait une déception. Donc, de vivre avec cette pression pendant 15 ans, non-stop, comment tu as vécu ça? Est-ce qu'il y avait des... Ouais, quelle était ta façon pour je sais pas comment dire en français, hein, même en anglais, tu m'en... Ouais, d'affronter cette situation et de quand même, tu vas bien dormir la nuit et pas être toujours à 200, quoi. Bon, moi, je pense, souvent, j'ai moins bien dormi que Roche. Hein. Ça, lui, c'est quand même un phénomène. Je me rappelle des fois, après les matchs, j'ai dit à quelle heure tu as dormi? Tu as après un night session, tu entres à l'hôtel, je sais pas, 1h, 2h du matin. Moi, j'ai pas joué, mais j'ai pas dormi jusqu'à 4h. Lui, il m'a dit, mais non, mais moi j'ai dormi à 2h. C'était tranquille. Alors lui, c'est incroyable à quel point il a géré ça. Moi, je pense honnêtement aussi, j'ai beaucoup appris chez lui. Un des premiers trucs que je me rappelle qu'il m'a dit, c'est, comme tu dis, tu peux toujours le voir de deux façons. Une façon, c'est de se dire, ouais, je suis numéro 1, tout le monde attend de moi que je gagne. J'ai une pression énorme. Lui, il m'a toujours dit, moi, j'adore être le favori parce que je sais que dans les moments importants, l'adversaire, il doit faire un truc extraordinaire. Il doit se dire, je dois faire un truc que normalement je ne fais pas. Et c'est très intéressant d'arranger la situation pour qu'elle est positive pour toi-même. Alors, ça aide, honnêtement, ça aide vraiment beaucoup si le joueur il est très relax. Si tu as un joueur qui est très stress, c'est plus difficile. Mais c'est clair, ce que tu dis est vrai. Moi, j'ai commencé avec Roche dans une phase où il a beaucoup gagné. Bon, il a toujours beaucoup gagné, mais là, c'était extrême. Et première année complète que j'ai fait avec lui en 2008, il était malade au début de l'année. Alors, il ne gagne pas en Australie, il ne gagne pas à Roland, il ne gagne pas à Wimbledon. Et là, tu te dis, ouais, il y a un problème. Et on sait comment... la presse, elle est, ça veut dire, ok,
les années avant, il a gagné, cette année, il ne gagne pas. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ah, le coach. Alors tout d'un coup, c'est la faute à toi. Alors, mais je pense, si tu ne veux pas affronter des situations comme ça, il ne faut pas être coach non plus. Alors, quelque part, là aussi, tu peux le voir d'une façon positive. Tu peux te dire, quelque part, c'est un compliment aussi que les gens ils attendent de toi la victoire et tout. Et je pense chacun est un peu différent. Je pense que ça aide de ne pas tout lire, de ne pas toujours être avec la presse. Moi, j'étais quelqu'un, j'ai fait peu d'interviews parce que je me suis dit, ok, si je fais des interviews, je dois aussi le faire quand ça se passe mal. Je ne peux pas juste sortir et dire c'était génial, il a gagné un grand chelem, et quand ça se passe mal, je dis rien. Alors j'ai essayé de garder un certain équilibre, d'être constant sur ça. Mais de nouveau, ça c'est ma façon, comment je l'ai fait, c'est pas tout le monde qui doit faire comme moi. Ça peut être aidé aussi un peu. Souvent, tu as été en équipe de coaching, Rogers. Tu avais des années où tu étais tout seul et il y avait beaucoup d'années où vous étiez deux. Est-ce que ça a aidé aussi un peu peut-être de partager cette pression avec un autre coach encore? Moi, ça m'a aidé énormément. Moi, je me rappelle quand Roch il m'a proposé, il a dit j'aimerais bien prendre Paul Anacon dans l'équipe. Au début, je me suis dit ouais, c'est peut-être comme un peu contre moi. Ça veut dire que moi, je fais pas bien mon job. Après coup, je dois dire c'était le meilleur truc qui pouvait m'arriver, parce que moi j'ai réalisé que je peux aussi apprendre des autres coachs, beaucoup apprendre, et moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est une erreur quelque part, je dirais, j'ai fait au début. Quand j'ai commencé avec Roch, je me suis dit ok, maintenant tu es coach de Federer, lui c'est le meilleur joueur, tu dois être le meilleur coach, alors tu dois tout savoir. Et moi je pense on peut jamais tout savoir. Et moi je pense je ne serais pas qui je suis aujourd'hui sans les autres coachs. C'était vraiment fantastique, et en plus on avait différents caractères, tout le monde a de différentes qualités. Pour moi c'était vraiment super. En plus, un truc qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est aussi la planification. Toi comme coach, tu dépends toujours du joueur, et puis c'est difficile à planifier. Tu ne sais pas, est-ce qu'il va en finale, est-ce qu'il perd premier tour, et puis comme ça tu savais au moins, il y avait certaines semaines que l'autre coach il était là à 100%, alors moi j'aurais pas tenu aussi longtemps tout seul. Ok, tu en parlais avant que quand tu commences avec Roger, il a quasiment tout gagné, hein. Il avait des adversaires, ses adversaires c'était genre de Roddick, Hewitt, etc. Et après tout à coup, commencer en parlant un peu des Big Four, il y avait un Nadal qui arrivait, il y avait un Djokovic qui arrivait, un Murray qui arrivait. Est-ce qu'il y avait un moment clé? Bon, Rafa il a déjà gagné Roland quelques années avant que toi tu joignais, mais il a gagné que sur terre à l'époque, hein. Il commençait à gagner sur des autres surfaces en 2008, Djokovic aussi, premier grand chelem 2008 en Australie. Donc il y avait un moment clé où toi et toute l'équipe autour de Roger sentaient, oh là, il y a quelque nouveau qui arrive. Et c'était quoi les moments clés? Moi, commençons avec Rafa. Ouais, c'est intéressant de voir ça, comment on dit, en rétrospective. Voilà, exactement. On se supporte, hein, les Suisses allemands. Non, c'est très difficile de se rappeler encore comment ça s'est passé exactement. Moi, je me rappelle encore que Roch, par exemple, par Djokovic, il n'était pas très impressionné au début. Et puis après, Rafa, comme tu dis, il était très fort. Moi, honnêtement, si tu me demandais à ce moment-là, j'aurais pas pensé que Rafa il allait être tellement fort sur toutes les surfaces. Alors quelque part, tu dis quand même à fond dans le moment, et tu essayes surtout aussi de te concentrer sur toi-même. Je pense si tout d'un coup tu parles trop des adversaires, c'est pas bon non plus. Nous, on a aussi toujours essayé, quand on a parlé de tactique. Roch, il avait aussi un jeu très offensif. Alors, quelque part, toi, tu essaies de contrôler ce que tu peux contrôler. Et si tu commences à trop parler des adversaires, je pense que c'est pas bien non plus. Mais c'est clair qu'à un moment, tu sais que
quelques joueurs, des fois tu as un problème, il faut s'adapter. Moi c'était incroyable, à un moment j'ai pensé que Djoko il pouvait plus battre Rafa, et tout d'un coup ça a changé. Alors tu vis vraiment un peu dans le moment et tu sais pas exactement comment ça va être dans le futur. Et parlons de tactique, la tactique idéale, quand vous avez affronté un match contre Rafa par exemple, prenons juste les deux surfaces là qui sont actuelles. On a vu hier Roland Garros s'est terminé, après les matchs ici on peut encore regarder la fin de la finale, Alcaraz-Zverev, et puis avant on a assisté à du tennis sur gazon ici, hein, peut-être la surface la plus belle pour jouer. Donc en affrontant Rafa, c'était quoi les différences un peu si vous l'avez joué sur terre et sur gazon, ou c'était la même chose? Non, c'est pas la même chose, hein. C'était quand même plus compliqué sur terre, parce que c'était incroyable à quel point il bougeait bien, surtout je pense c'était le jeu de jambes qui était incroyable, et puis il a pu installer des trucs dans le jeu où tu sortais vraiment de ta zone de confort. Alors des fois, quelque part, ce que Roche n'était pas habitué, il devait investir aussi. Tu essaies toujours de gagner le point, mais tu dois investir. Tu dois par exemple jouer service volé, ce qui n'est pas évident contre Rafa sur terre battue. Il a un peu plus de temps. En plus, toi, tu glisses quand tu montes. Alors, il fallait adapter, mais comme tu sais, à chaque semaine, c'est un peu différent. Les balles, ça change. Que tu joues à Madrid sur terre battue, à Roland Garros, c'est pas la même chose. Roland Garros, il a tellement d'espace qu'il peut aller retourner très loin. Alors, tu vois, après aussi, il faut regarder comment ton jeu il fonctionne. Peut-être qu'il y a une semaine où ton coup droit il fonctionne super bien. L'autre semaine, tu dois adapter. Alors, très souvent, il n'y a pas une recette où tu peux dire c'est exactement comme ça qu'il faut jouer contre un certain joueur, mais de l'autre côté, comme j'ai dit, tu dois toujours aller avec tes points forts, ça c'est sûr. Il y a des données aussi, comme Rafa y jouait, ça reste toujours, mais il y a des trucs généraux, mais il y a des trucs spécifiques pour chaque match aussi. Et tu penses cette tactique, ou prenons Djokovic aussi, où tu disais au début, moi je me souviens aussi 2006, on l'avait affronté en Coupe Davis à Genève, les Serbes, et là Djokovic était quand même encore loin du niveau de Roger. C'est aussi la raison pourquoi il a gagné son premier grand chelem qu'en 2008, son deuxième je crois même en 2011 seulement, il a vraiment évolué un peu plus tard. Mais donc, en affrontant un Djokovic au début de ta carrière coaching avec Roger et à la fin, ça restait quand même un peu le même adversaire, ou comment on changeait les matchs contre un mec comme lui? Ouais, certains trucs sont restés les mêmes. Après, c'est clair qu'il est aussi allé dans des phases. À un moment, je me rappelle, il a eu des grands problèmes de service. Au début, je dirais, il ne servait pas incroyable, il servait correct, mais ça, c'est un truc qui me vient en tête. Après, c'est vraiment des phases. À un moment, tu savais qu'il était incroyable en défense, il est toujours aujourd'hui. Mais ouais, je pense la différence avec les traîtres est d'adapter leur jeu tout le long de leur carrière. Ils ne se sont jamais arrêtés. Un truc qui me vient encore en tête, c'était Rafa quand il a changé son service avant l'US Open. C'était quelque chose d'incroyable parce qu'il a déjà gagné je ne sais pas combien de grands chelems. Il change son service à l'US Open. Tout d'un coup, il servait aussi à 210, je ne sais plus, mais il servait incroyablement bien. Et je pense que c'est ça. Tu peux pas. Si une fois tu as trouvé la solution contre un très bon joueur, c'est pas que tu l'as pour toujours. Lui aussi va essayer de trouver des solutions, il faut vraiment s'adapter, et je pense qu'il faut rester curieux, essayer de progresser. C'est pas une pression que ça te met, mais que c'est quelque chose qui est intéressant et tu as envie de le faire vraiment. Dans chaque match, je trouve que ça c'est quelque chose d'incroyable. Je sais pas ce que j'aurais dit à Rafa, ça je sais pas, mais parce que là, franchement, tu as
sur la motivation ou sur comment il est sur le terrain, c'est vraiment incroyable. Mais ça aurait été intéressant. Alors je pense que j'aurais choisi Rafa, mais de l'autre côté, tu vois, tu étais à Birmingham ou pas? 2 fois. Non, non. Birmingham, England. Ouais. Pour Non, pour la Coupe Davis. l'année passée. Ouais, Manchester. Manchester. Non, j'y étais pas. Pas Birmingham. Non, mais là j'étais étonné à quel point Murray il s'entraînait encore dur. J'étais vraiment impressionné. J'ai dit à nos jeunes de l'équipe, j'ai dit regardez ça, c'est incroyable. Le mec il a aussi 37 ans. Incroyable. Et il s'est entraîné tellement dur. Alors, tu vois, moi je pense chacun entre eux aurait été intéressant, mais ouais, moi je suis bien avec Roche, mais je pense Rafa ça aurait été super intéressant aussi. Murray aussi et Djoko Onyanto aussi. Non, mais j'ai énormément de respect pour eux. Hein. Yeah, it's been a great time with them. Voilà, donc changeons un peu le sujet. Coupe Davis.